Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisatrices et les organisateurs de cette journée du 21 janvier pour cette invitation, c'est un grand honneur. Je tiens également à m'excuser pour cette forme un peu impersonnelle de communication. Je suis retenue à Paris pour des obligations professionnelles auxquelles je ne peux absolument déroger. C'est donc cette forme un peu étrange pour vous comme pour moi qui a été retenue. Alors les 10 à 20 minutes environ de cette communication vont être consacrées à une sorte de balayage de grandes questions, de grandes problématiques relatives à la mixité, en particulier à l'école, ce qui a un temps été nommé la coéducation des sexes. Alors j'ai pour l'habitude de travailler philosophiquement, mais aussi avec l'histoire. Ce sont donc principalement l'histoire, la philosophie et bien sûr les sciences de l'éducation qui me serviront, disons, de discipline d'ancrage. Je vais procéder en deux temps. Un premier temps où je vais essayer de revenir sur les liens importants entre la mixité et la démocratie. Et je ferai, donc ça sera un temps relativement rapide. Et un deuxième temps plus long sur les enjeux de la mixité, où je vais essayer de poser des questions un petit peu plus pratico-pratiques. Alors d'abord, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de mixité ? Pour la philosophe Geneviève Fraisse, la mixité, c'est ce qu'elle appelle le mélange des sexes. Alors le mélange, c'est quand on réunit, quand on ne sépare pas. En magnifique tautologie, me direz-vous. Certes, sauf que ne pas séparer les individus, c'est le principe même de la démocratie. Expliquons donc un petit peu. En démocratie, nous sommes tous en principe des égaux. Et si nous sommes égaux, si nos droits sont identiques, il n'y a plus de raison objective de nous séparer. Il n'y a pas non plus de justification pour nous discriminer. Remarquez que le sens est tout à fait proche, le latin discriminare signifie séparer, distinguer, diviser. Voilà d'ailleurs pourquoi le féminisme a été possible. C'est parce qu'au principe même de la démocratie, il y a l'égalité, donc la lutte contre les inégalités et les discriminations. Je reviens à mon raisonnement. Lorsqu'il y a égalité, il y a forcément mixité. La mixité est une conséquence de l'égalité démocratique et ce sera ma première idée importante. Prenons un exemple, alors un petit peu farfelu, mais j'espère parlant. Hommes et femmes ont aujourd'hui le même droit au suffrage. Imaginons que demain, nous nous mettions à voter dans des urnes bleues et des urnes roses, ce qui est quand même hautement improbable, ou dans des salles différentes, roses et bleues bien sûr pour faire bonne mesure, ce qui est improbable aussi, mais plus réaliste. Examinons le principe. Séparer les sexes, dans ce cas, ce serait interdire, de fait, à l'un ou l'autre sexe de mettre un bulletin dans l'urne rose ou dans l'urne bleue. Ce serait donc déroger au principe d'égalité. Donc, ça ne fonctionne pas. S'il y a égalité, et là, en l'occurrence égalité devant le vote, il y a forcément mélange des sexes, mixité, ici dans les urnes. Tout cela pour vous dire, alors bien sûr très rapidement, que la mixité est une idée et une pratique profondément démocratique. Je dirais même que la mixité est une incarnation de la démocratie, une mise en œuvre concrète. Voilà pourquoi des demandes d'horaires non mixtes aménagées pour les piscines, par exemple, en démocratie, posent souci sur le plan de l'égalité. Alors on peut aussi traiter cette question au regard de la reconnaissance, mais c'est un autre débat. Au-delà, tous les penseurs ayant quelques difficultés avec l'égalité des sexes et la liberté des femmes se méfient de la mixité. Je pense par exemple à notre cher Jean-Jacques Rousseau, ce cher Jean-Jacques qui avait quand même du mal à admettre que les femmes puissent avoir une vie publique et donc se positionner contre la mixité dans l'espace public. Alors la vie publique, justement. Les moments de l'histoire où il n'y avait pas ou peu de mixité nous rappellent que dans ce cas, la seule place généralement réservée aux femmes est celle de la famille. Alors c'est bien sûr très schématique, j'espère que vous m'excuserez ce petit raccourci. Quand nous parlons de mixité, du coup, nous parlons de mélange des sexes aussi hors de la famille, c'est-à-dire aussi hors du lien conjugal hétérosexuel. Parce que, notez-le au passage, la famille, elle, est mixte, ne serait-ce que par la présence de frères et de sœurs. J'en viens alors à l'école. L'école est un sas entre la famille et la société. Elle est un pont, un intermédiaire, nous dit Hegel, entre ces deux lieux. Avant que la mixité scolaire ne soit instaurée, l'école est comprise comme un lieu d'acculturation du petit garçon aux lois du monde et au fonctionnement citoyen et collectif. On comprend alors l'enjeu que constitue l'école pour l'égalité des sexes. Investir l'école pour les filles, c'est possiblement investir cette société qui, jusqu'à il y a peu encore, leur était fermée, puisqu'il s'agit d'un sas. Ouvrir les portes de l'école, et plus encore mixer les filles et les garçons, c'est signifier que l'ensemble des fonctions avant réservées aux hommes dans l'espace public peuvent être endossées aussi par les femmes.
Alors on trouve ce raisonnement très tôt, je le trouve par exemple chez les institutrices féministes des années 1920, qui disent que la coéducation, ce qu'elles appellent la coéducation, est inévitable parce que les femmes ne sont, je cite, plus les gardiennes du foyer, mais partagent le même mode de vie que leurs compagnons. Par conséquent, la mixité, ce n'est plus seulement la conséquence de l'égalité, comme ce que nous avons vu tout à l'heure, c'en est aussi la cause. La mixité cause de l'égalité, ça sera ma deuxième idée importante ici. On comprend alors non seulement que la mixité est un enjeu en général, on peut tenter de terroriser les femmes pour les empêcher de se déplacer librement dans l'espace public par exemple, mais aussi que la mixité est un enjeu à l'école, parce que l'école est un lieu qui sort de la famille et ouvre au lien social. Les polémiques autour d'une supposée théorie du genre, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, donc une pseudo-théorie du genre enseignée en France pendant l'année scolaire 2013-2014 sont aussi des héritières de ces problématiques-là. Dernière idée d'importance, qui est liée aux deux premières, lorsque je parle de mixité à l'école, je parle nécessairement d'indifférenciation et de similarité entre les sexes, et pas seulement d'égalité, je vais un petit peu plus loin. Alors pour deux raisons. La première, c'est le lien entre la mixité scolaire et la mixité sociale dont je viens de parler. Si les filles sont à l'école, et si elles se mélangent aux garçons, c'est bien que leurs destins sont en principe identiques. La mixité scolaire, je l'ai dit tout à l'heure, préfigure et dit l'interchangeabilité des rôles dans la société et pourquoi pas dans la famille. Un petit garçon qui apprend à jouer à la poupée à la maternelle exerce aussi des compétences qu'il pourra réutiliser professionnellement et familialement. La mixité scolaire dit bien qu'il y a indifférenciation des fonctions, et voilà pourquoi d'ailleurs les statistiques qui montrent des orientations différenciées entre filles et garçons posent problème. Elles montrent qu'il y a encore un manque de mixité, de mélange dans certaines filières. Ça, c'est pour la première raison. La seconde raison, plus philosophique, pour laquelle la mixité dit l'indifférenciation, tient à l'essence même de l'école. L'école s'adresse à la raison des élèves, et la raison n'a point de sexe, selon la célèbre formule de Poulain de la Barre, ce philosophe du XVIIe siècle qui s'était positionné en faveur de l'égalité des sexes. Alors pour reprendre mon exemple douteux de tout à l'heure, on ne rend pas des copies bleues et des copies roses. Rappelons-nous toutefois qu'il n'y a pas si longtemps, en France, les concours comme l'agrégation séparaient les sexes. Lorsque j'ai devant moi une classe, j'ai donc des égaux, mais aussi des semblables, et là est toute la force du savoir et de l'école. Je trouve donc pour ce premier point important, le lien entre la mixité et la démocratie, je trouve donc premièrement la mixité conséquence de l'égalité, ensuite la mixité cause de l'égalité, et enfin la mixité porte, sas vers la mixité sociale, l'indifférenciation des fonctions et la similarité de raison entre sexes. Je vais maintenant essayer de vous lister une série d'enjeux centraux pour la mixité, qui me semblent centraux pour la mixité. Alors ces enjeux sont intéressants à étudier car ils peuvent amener parfois les opposants de la mixité, vous allez le voir, à retourner la mixité contre elle-même et à démontrer que la mixité serait contraire à l'égalité, serait défavorable aux filles, plus particulièrement aux filles, parfois aux garçons. Alors c'est un mécanisme principalement rhétorique mais très efficace dans les esprits qui me semble intéressant d'essayer de pointer. Alors je vais le présenter en prenant des cas un petit peu particuliers, j'en ai trois. Le premier cas, c'est celui de la sexualité. Alors je le mets en premier parce que la sexualité et la mixité, la sexualité dans la mixité ou par la mixité, relève du fantasme le plus prégnant sans doute, depuis qu'on a commencé à penser à la coéducation et la mixité jusqu'à nos jours. Mélanger les sexes, c'est aussi mélanger les corps. Je rappelle qu'en 1975, en France, lors de l'instauration officielle de la mixité, au moment de la loi Abi, on a supposé dans un mouvement de terreur généralisé que les lycées mixtes allaient devenir le théâtre de toutes les débauches possibles et imaginables. La polémique sur la théorie du genre que j'ai mentionnée plus haut relevait aussi de ce fantasme. Alors vous n'êtes peut-être pas au courant, si vous le savez, je m'excuse, et si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, que toutes sortes de rumeurs ont couru de téléphone portable à téléphone portable, disant par exemple que l'on apprenait à l'école aux enfants de maternelle à se masturber. Alors cette rumeur n'est pas anodine, elle signifie clairement, dans nos écoles mixtes, que se passe-t-il entre filles et garçons, et que se passe-t-il pour l'enjeu de la sexualité. Donc voilà pour ce premier enjeu, l'enjeu de la sexualité. Deuxième enjeu et deuxième cas de figure, celui des violences. En cas de violence, il arrive que l'on remette en question la mixité au nom de la protection des filles, ou la protection des garçons, mais c'est plus rare, voire que l'on accuse la mixité d'être à l'origine de la violence envers les filles. Alors je m'explique, c'est une version qui est assez récente,
qui dirait que l'école entraîne une violence symbolique envers les garçons. Alors je m'explique, l'école mixte favoriserait les filles, plus enclines par leur éducation notamment à suivre les normes scolaires, donc les garçons seraient davantage en échec. Première violence donc, première particularité de la mixité générerait l'échec des garçons. Deuxième pan du problème, ces garçons en échec, davantage en échec, donc frustrés, se vengeraient en quelque sorte sur les filles et seraient plus violents, et on aurait une explication de l'augmentation du sexisme et des violences sexistes à l'école. Alors je ne discute pas ces thèses parce que j'en ai pas le temps, je remarque que simplement dans ce cas, encore une fois, comme pour la sexualité, c'est la mixité qui est pointée du doigt comme créatrice de frustration sexuelle, scolaire, et que la non-mixité devient alors devient potentiellement un danger pour les filles, et la question de la sexualité, là encore, n'est pas bien loin. Alors face à cette question, je propose une remarque et une interrogation. La remarque dirait que la mixité dans les établissements scolaires est encore largement une chose qui est impensée. Alors les choses ont peut-être été un petit peu différentes en Belgique, mais lorsque la mixité scolaire est officialisée en France, je le lisais par la loi Abi en 1975, ce sont pour des raisons économiques et démographiques. Pas ou peu de sens, mais du pragmatisme. Face à la massification de l'enseignement, permettre la mixité, c'est aussi une manière de réduire les effectifs enseignants, tout simplement. Par conséquent, on se retrouve avec deux éléments, deux choses. D'une part, une fâcheuse tendance à ne parler de la mixité que lorsqu'elle n'existe plus, qu'elle fait défaut ou qu'elle pose problème. Lorsque tout se passe bien, au moins superficiellement, poser la question de la mixité semble totalement incongru, étrange ou saugrenu. D'autre part, l'impensé institutionnel donne une quasi-absence de formation des équipes éducatives sur cette question. Je parle ici de formation pratique, c'est-à-dire de gestion des groupes mixtes. Penser la mixité, donc, ça signifie déjà la pensée en termes institutionnels, mais c'est aussi la pensée sous un angle constructif, voir et valoriser ce qui fonctionne, et non seulement ce qui ne fonctionne pas, ce qui, je vous l'accorde, est plus facile à dire qu'à faire, aussi parce que cela suppose d'affronter les dominations et d'interroger les voies de l'émancipation. Alors voilà pour la remarque. Maintenant la question. La non-mixité est parfois avancée, et est parfois, dans certains cas, une solution. Mais dans ce cas, il faut nous interroger sur le rôle que l'on veut donner à l'école. C'est important, je pense, que je dis là, parce que c'est aussi une question qui se repose de nouveau, me semble-t-il. L'école est-elle simplement un lieu d'instruction ? Dans ce cas, pourquoi nécessairement mixer les publics ? Pourquoi mixer les filles et les garçons ? Parce qu'après tout, l'instruction peut aussi se faire à la maison, elle peut aussi se faire entre filles ou entre garçons. Alors, si l'école n'est pas que un lieu d'instruction, est-elle aussi un lieu d'éducation ? Dans ce cas, il faut s'interroger sur la signification d'un recul de la mixité, d'une remise en question de la mixité, et s'interroger sur l'ouverture possible que l'on donne aux filles à l'espace public, question qui est encore d'actualité, me semble-t-il. Alors, troisième et dernier enjeu, troisième et dernier cas, j'espère que ce n'est pas trop long, celui du neutre. Alors, la particularité de l'école, et avec elle de la mixité, c'est de valoriser l'individu, les individus similaires entre eux, au-delà de ses appartenances. On l'a dit tout à l'heure, la mixité fait fi du sexe, puisqu'elle s'adresse à la raison, au savoir, elle ouvre des libertés. Mais dans le même temps, en tant qu'enseignant, si je m'en tiens au neutre, je prends le risque de ne pas voir la mixité. Je ne fais pas de différence, je n'ai que des élèves, me dit cet enseignant. Posture tout à fait louable et nécessaire, mais qui prend le risque de ne pas voir ce qui relève de la violence, des distinctions ou des inégalités de genre, mais aussi ce qui relève des échanges et des interactions positives entre les sexes. Par conséquent, travailler la mixité, et c'est là que c'est un enjeu intéressant, c'est passer par un moment de prise de conscience, tiens, il y a des filles et des garçons dans le groupe, et tiens, le fait qu'il y ait des filles et des garçons dans le groupe, peut-être a une incidence, ou n'a pas d'incidence, mais en tout cas je me pose la question, sur la menée de ma classe, l'ambiance du groupe et les interactions que j'ai avec ce groupe. J'ai donc dans la mixité à la fois du même, de l'indifférenciation, de la similarité, et de l'autre, de la différence concrète que je prends en considération, même si c'est pour la balayer ensuite. Au passage, cette différenciation est adaptée aux élèves. Il n'y a pas une problématique identique selon les territoires, les classes et les origines sociales des élèves.
Dit autrement, cela donnerait l'idée que l'universel ne s'atteint pas nécessairement directement, il passe parfois par une case singulier, particulier, pour prendre toute sa dimension universelle. L'universel restant bien sûr l'objectif final, nous sommes bien d'accord. J'espère que vous me suivez, j'espère aussi que vous voyez la complexité et la difficulté, voire le piège, parce qu'au nom de l'altérité, il serait tentant et aisé de valoriser une supposée identité de chacun des sexes, donc de réenfermer la mixité au lieu de l'ouvrir. J'en déduis de cette dernière réflexion sur le neutre que toute réflexion sur la mixité suppose de s'interroger sur le sens et sur les objectifs de la mixité. Ce sera mon dernier point, je vais en terminer là, par là. Que voulons-nous lorsque nous instaurons la mixité? Voulons-nous simplement une mixité numérique, quantitative? Dans ce cas, vous le savez peut-être, les chercheurs estiment à 30% le seuil à partir duquel on peut commencer à parler de début de mélange. Voulons-nous une mixité non pas seulement quantitative mais qualitative, c'est-à-dire avec des échanges, des interactions, des dialogues? Vous savez comme moi que l'on peut être présent dans un groupe sans interagir avec les autres membres de ce même groupe. C'était déjà l'argument de Condorcet, que vous connaissez sans aucun doute, philosophe et député de la Révolution française, auteur des 5 mémoires sur l'instruction publique. Condorcet est une des rares personnalités de la Révolution à se positionner sur 2 éléments d'importance. D'abord, il se positionne sur un accès sans condition des filles au savoir. Il faut quand même rappeler qu'il existe un texte qui circule à l'époque, écrit par un monsieur qui s'appelle Sylvain Maréchal, qui entend interdire aux femmes de lire. Alors je ne discute pas ici les statuts de ce texte, les chercheurs ne sont pas d'accord entre eux, c'est l'idée qui m'intéresse. Accès au savoir pour Condorcet sans condition. Condorcet dit que les familles peuvent empêcher leurs filles d'aller à l'école si elles le souhaitent, mais l'État, lui, ne peut mettre aucune limite. Ça, c'est la première idée, premier élément. Deuxième élément, ensuite, le mélange, justement, la réunion, dit-il, des 2 sexes. Alors, il avance plusieurs arguments, mais celui qui peut nous intéresser là, à ce moment-là de la réflexion, c'est celui de l'émulation et de l'interaction. La réunion des 2 sexes, dit-il, est favorable à l'émulation et en fait naître une qui a pour principe des sentiments de bienveillance. C'était d'ailleurs aussi la conclusion d'une sociologue bien connue, Catherine Marie, qui a montré il y a quelques années que beaucoup de comportements violents ou sexistes de la part des jeunes garçons étaient souvent la conséquence de leur incapacité, je la cite, à entrer en relation amicale et sexuelle avec les filles. Je reste un instant sur cette mixité qualitative. Nous voulons des échanges harmonieux, d'accord, mais voulons-nous que cela? Alors, même si c'est déjà pas mal, bien sûr. Parce que des échanges harmonieux, nous pouvons en avoir en étant chacun sur son territoire. À moi, la cuisine et les enfants, à toi, la sociabilité du dehors et la politique. Ça aussi, ça peut être une forme de pacification des rapports sexués, que certains d'ailleurs appellent de leur vœu. Est-ce celle-ci que nous voulons lorsque nous voulons la mixité? Et sinon, pourquoi? Autrement dit, des relations pacifiques comme objectif de la mixité, oui, bien sûr, mais des relations qui interrogent la place de l'individu, de son égalité et de sa liberté dans son rapport aux autres. Autrement dit encore, il me semble que dans la notion de mixité se joue l'ensemble des difficultés et des contradictions qui traversent les relations de sexe et les relations de genre. Mixité principe et incarnation démocratique, mixité scolaire comme entrée vers une mixité sociale et politique, mixité sexuée comme ouverture à la fois vers l'indifférenciation de raison et de fonction et à la fois vers une interrogation sur les sexes, les sexualités et les corps. Comme vous le voyez, la mixité se trouve à l'interface de nombreuses questions cruciales. Il me semble que ce qui est intéressant de regarder pour la mixité, c'est de revenir sur la signification de la mixité, ses problèmes, mais aussi ses forces, la regarder d'un point de vue positif. J'espère qu'avec ces éléments qui restent très généraux et très rapides, j'aurai pu modestement y contribuer et que cette forme n'a pas été trop ennuyeuse. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.